Pendant 40 ans, Graham Hancock n'a cessé, au fond, de poser la même question. Une question qui ne reposait ni sur des légendes, ni sur des mythes, ni sur des spéculations extravagantes, mais sur quelque chose que n'importe qui pouvait observer, dans la pierre, dans le granit travaillé il y a des milliers d'années. Et plus on examinait cette pierre attentivement, plus une question apparemment toute simple devenait difficile à résoudre. Comment les anciens Égyptiens avaient-ils réellement réussi à faire cela? Hancock fut ridiculisé pour avoir insisté sur cette question. Ses détracteurs soulignaient qu'il ne possédait pas la formation universitaire d'un archéologue. D'autres alertent encore plus loin, qualifiant ses idées de dangereuses, de pseudo-scientifiques, voire de nuisibles à notre compréhension du passé. Puis, quelque chose se produisit, quelque chose qui allait soudainement orienter ce vieux débat dans une direction complètement différente. Un scientifique examina d'anciennes traces d'usinage présentes dans du granit égyptien, mais il ne les observa pas à l'œil nu, il n'utilisa pas non plus une simple loupe. Et il ne se limita pas aux instruments traditionnels d'un archéologue. Il utilisa un microscope électronique à balayage, et profondément enfoui dans des marques de découpe vieilles de plusieurs millénaires, apparut quelque chose qui, selon l'explication classique, n'était pas vraiment censé se trouver là. Ce n'était pas simplement du sable, ce n'était pas uniquement des traces de cuivre. Il s'agissait d'un minéral atteignant une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs. Pour comparaison, le diamant se situe à 10. Et aujourd'hui encore, ce type de matériau extrêmement dur est utilisé dans l'industrie comme abrasif lorsqu'il faut travailler des matériaux particulièrement résistants. Mais le plus important n'était pas seulement ce qui aurait été découvert, c'était l'endroit où cela avait été découvert. Les particules se trouvaient directement à l'intérieur des anciennes traces d'usinage du granit. Si cette interprétation est correcte, cela pourrait signifier que les artisans égyptiens maîtrisaient une technique abrasive bien plus sophistiquée que ce que la plupart des gens imaginent aujourd'hui. Et soudain, cette découverte nous ramène vers une observation faite plus d'un siècle auparavant. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi le granit se trouve précisément au cœur de ce mystère. Et si les énigmes non résolues de notre passé te fascinent, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, car ce que nous allons examiner commence par quelques marques presque insignifiantes dans une pierre et finit par poser une question susceptible de modifier notre perception des capacités techniques de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens construisirent une grande partie de leur architecture monumentale avec du calcaire. C'était en quelque sorte le matériau de base de leur grand projet. Mais lorsqu'un élément devait être particulièrement important, particulièrement durable ou particulièrement sacré, il se tournait souvent vers un matériau très différent, le granit. Le granit rouge et gris était notamment extrait autour d'Assouan, à près de 900 km au sud de Gizeh. D'immenses blocs devaient être détachés directement de la roche, préparés, puis transportés vers le nord en empruntant le Nil. Cette prouesse logistique, à elle seule, est déjà impressionnante. Mais le transport n'est pas le véritable mystère. Le mystère commence lorsque la pierre doit être travaillée, car le granit n'est pas un matériau qui se laisse facilement façonner. Il est notamment composé de quartz, de feldspath et de mica. Et la présence du quartz rend son travail particulièrement difficile avec des outils simples. Pourtant, c'est précisément du granit que l'on retrouve dans certains des lieux les plus importants de l'Égypte ancienne. Imagine que tu pénètres à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Tu avances dans ces passages étroits. Tu progresses jusqu'à atteindre ce que nous appelons aujourd'hui la chambre du roi. Et là, tu te retrouves dans un espace dont les principaux éléments sont constitués de gigantesques blocs de granit. Au-dessus se trouvent également d'énormes poutres de granit utilisées dans les chambres de décharge. Certains de ces blocs pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Et puis, il y a le célèbre sarcophage de granit. Il a été creusé dans un seul bloc massif. Ses dimensions sont telles qu'il ne pourrait pas simplement être transporté dans la chambre en passant par l'accès que nous connaissons aujourd'hui. Cela suggère qu'il a probablement été installé à cet endroit pendant la construction même de la pyramide. Mais aussi impressionnant que cela puisse paraître, ce n'est peut-être même pas le meilleur exemple de la maîtrise égyptienne du granit. Pour cela, il faut aller à Saqqara. Sous le sable du désert se trouve le Sérapéum, un immense complexe souterrain associé au culte des taureaux sacrés Apis. Dans ces galeries reposent d'énormes coffres de pierre. Certains sont faits de granit rouge, d'autres de granit sombre. Chacun d'entre eux a été façonné à partir de blocs gigantesques et peut atteindre un poids d'environ 70 à 80 tonnes. Et il faut encore ajouter les couvercles, d'immenses plaques de granit qui pèsent elles-mêmes plusieurs tonnes. Mais ce n'est pas leur poids qui constitue l'aspect le plus étrange, c'est leur finition. Lorsque la lumière glisse sur certaines de ces surfaces, on découvre un poli étonnamment lisse, parfois presque semblable à celui d'un miroir.
Les arêtes semblent remarquablement nettes. De grandes surfaces paraissent exceptionnellement régulières. Et c'est précisément ici qu'apparaît le problème que Hancock et d'autres critiques de l'explication traditionnelle soulignent depuis des années. Car la reconstruction classique des techniques égyptiennes de travail de la pierre repose notamment sur l'utilisation d'outils en cuivre, d'outils en pierre et de matériaux abrasifs, tels que le sable riche en quartz. Avec ces méthodes, il est possible de travailler la pierre. Des expériences l'ont démontré, mais la véritable question n'est pas de savoir s'il est possible d'une manière ou d'une autre d'enlever du granit avec ces techniques. La véritable question est beaucoup plus précise. Peut-on obtenir exactement ce que nous observons sur les objets antiques? Cette distinction est essentielle, car il existe une différence énorme entre dire « cette méthode fonctionne en principe » et démontrer qu'elle reproduit réellement les traces laissées sur les objets antiques. Et cette différence préoccupait déjà un homme bien avant même la naissance de Graham Hancock. Son nom était Flinders Petrie. Dans les années 1880, Petrie étudia les monuments égyptiens avec un niveau de précision exceptionnel pour son époque. Il ne voulait pas simplement savoir à quoi ressemblait un objet. Il mesurait, il comparait, il documentait. Et parmi les objets qui attirèrent particulièrement son attention se trouvaient des carottes cylindriques extraites du granit. À leur surface apparaissaient des rainures en spirale. Petrie tenta d'utiliser ces marques pour déterminer la manière dont l'outil de forage original avait dû progresser dans la pierre. Ces calculs le conduisirent à une conclusion étonnante. Selon son interprétation, à chaque rotation complète, l'outil semblait avoir progressé d'environ 1/10 de pouce dans le granit. Pour un matériau aussi dur, il s'agirait d'une vitesse d'avancement remarquable. Petrie lui-même comprenait parfaitement le problème, car si les outils utilisés avaient réellement été aussi simples qu'on le supposait, comment avaient-ils pu produire des traces semblant indiquer un processus de découpe aussi efficace? La question ne disparut jamais, elle devint simplement plus silencieuse. Les décennies passèrent, puis un siècle. Les carottes de granit étaient toujours là, les rainures étaient toujours là. Et la question, elle aussi, était toujours là. Puis Graham Hancock entra dans l'histoire. Hancock naquit en 1950 à Édimbourg et commença sa carrière non pas comme archéologue, mais comme journaliste. Et ce détail est important, car il abordait les affirmations historiques avec une habitude différente. Lorsque quelqu'un disait « voilà comment cela a été fait », il voulait savoir « comment le savons-nous? Peut-on le démontrer? Peut-on reproduire le résultat? Et si nous utilisons exactement les mêmes matériaux et les mêmes outils supposés, obtenons-nous réellement les mêmes traces? » Ce sont précisément ces questions qui allaient alimenter une controverse pendant des décennies. Et le plus intéressant, c'est que Petrie lui-même avait déjà laissé derrière lui un indice qui plus d'un siècle plus tard allait prendre une importance totalement nouvelle. Car Petrie soupçonnait déjà que le sable et le cuivre ne racontaient peut-être pas toute l'histoire. Il envisagea l'existence d'un matériau plus dur que le quartz. Un matériau dont le nom allait soudainement réapparaître plus de 100 ans plus tard. Cette fois, pas dans un vieux livre, mais sous un microscope électronique. Et c'est précisément à partir de ce moment que cette énigme archéologique se transforme en véritable problème technique. Car pour comprendre pourquoi cette découverte est si intrigante, il faut d'abord comprendre avec quoi les anciens Égyptiens auraient travaillé selon l'explication traditionnelle, le cuivre. Sur l'échelle de dureté de Mohs, le cuivre atteint environ 2,5 à 3. Le quartz, en revanche, l'un des composants les plus durs du granit, atteint environ 7. Cela signifie quelque chose de très simple. Un morceau de cuivre tendre ne peut pas traverser directement du granit riche en quartz comme le ferait une lame moderne en acier. Et bien sûr, les archéologues le savent parfaitement. C'est pourquoi l'explication conventionnelle n'affirme pas que le cuivre lui-même découpait directement la pierre. Le cuivre aurait plutôt servi de support à un matériau abrasif, du sable de quartz. Les grains de sable se plaçaient entre le cuivre et le granit. Lorsque l'outil était déplacé, ces particules dures étaient pressées contre la surface et arrachées progressivement d'infimes quantités de pierre. En théorie, cela fonctionne. Et des expériences ont effectivement démontré qu'il était possible de travailler le granit de cette manière. À première vue, le mystère semble donc résolu, mais seulement jusqu'au moment où l'on regarde de plus près. Car Hancock n'a jamais affirmé que le cuivre et le sable étaient absolument incapables de travailler le granit. Son défi était beaucoup plus précis. Montrez-moi le résultat. Prenez du cuivre, prenez du sable de quartz, travaillez du granit avec ces matériaux, puis produisez des surfaces, des carottes de forage et des traces de découpe correspondant réellement aux exemples antiques.
Et c'est exactement là que les difficultés commencent. Lorsque l'on applique une pression importante sur un outil en cuivre tendre, le métal commence à se déformer. Les particules abrasives peuvent s'enfoncer dans le cuivre. L'outil s'use. Le processus de découpe devient irrégulier. Au lieu d'un usinage parfaitement contrôlé, on obtient un processus lent dans lequel la pierre et l'outil réagissent constamment l'un à l'autre. Et l'un des chercheurs qui décida de tester ce problème dans la pratique allait obtenir un résultat particulièrement intéressant, car ses expériences allaient démontrer deux choses apparemment contradictoires. Oui, le cuivre et le sable peuvent travailler le granit, mais ce qui allait apparaître sur la pierre soulevait une question beaucoup plus difficile, une question qui nous ramène directement aux mystérieuses rainures observées par Petrie plus d'un siècle auparavant. L'un des chercheurs qui étudia ce problème de manière expérimentale était l'archéologue Dennis Stokes. Stokes ne voulait pas simplement spéculer sur ce qui aurait pu être possible. Il reconstruisit les outils, des scies en cuivre, des forêts tubulaires en cuivre. Il utilisa des matériaux abrasifs et tenta de reproduire expérimentalement les méthodes de travail que l'on attribue traditionnellement aux artisans égyptiens. Et les résultats furent à la fois utiles et problématiques pour la théorie conventionnelle. Utiles parce que les expériences démontrèrent une chose importante. Oui, il est possible de travailler du granit avec du cuivre et du sable de quartz. Mais le problème résidait dans la manière dont cela se produisait. La progression était lente, le cuivre s'usait, et les surfaces obtenues ne ressemblaient pas automatiquement aux anciennes traces d'usinage que Petrie avait documentées plus d'un siècle auparavant. Les rainures en spirale présentes sur certaines carottes de forage restaient particulièrement difficiles à expliquer, car Petrie avait remarqué quelque chose que l'on oublie souvent aujourd'hui. Lui-même n'était absolument pas convaincu que du sable ordinaire puisse fournir à lui seul toute l'explication. Dès les années 1880, il s'était demandé si des substances de découpe ou des abrasifs plus durs n'avaient pas pu être utilisés, et parmi les possibilités qu'il mentionna figurait un minéral dont l'importance était alors presque impossible à anticiper, le corindon. Le corindon atteint 9 sur l'échelle de Mohs. Il est donc considérablement plus dur que le quartz. Sous certaines formes cristallines, nous connaissons des variantes de ce minéral sous des noms célèbres comme le rubis ou le saphir. Mais dans le contexte du travail de la pierre, c'est une autre propriété qui nous intéresse. Le corindon est un abrasif extrêmement puissant, et c'est précisément pour cette raison que des abrasifs à base d'oxyde d'aluminium sont encore utilisés aujourd'hui dans l'industrie. Mais à l'époque de Petrie, cette idée restait une hypothèse. Il ne disposait d'aucune analyse chimique moderne. Pas de microscope électronique à balayage, pas de spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie. Il pouvait mesurer les traces, il pouvait analyser leur forme, il pouvait tenter d'en déduire le fonctionnement des outils. Mais il ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur d'une marque de découpe vieille de plusieurs milliers d'années et déterminer quels éléments ou quelles particules minérales s'y trouvaient encore. La question resta donc ouverte. Et au fil des décennies, une explication beaucoup plus simple finit par s'imposer. Le cuivre et le sable. Pour beaucoup, l'affaire semblait réglée. Puis, des spécialistes venus d'un domaine complètement différent commencèrent à s'intéresser à ces objets. L'un d'eux était Chris Dunn. Dunn possédait plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication de précision et l'usinage moderne. Lorsqu'il examinait les objets égyptiens en pierre, il ne les observait donc pas principalement comme un historien. Il les regardait comme quelqu'un habitué à se demander quel type de procédé de fabrication peut produire une surface ou une géométrie particulière. Il étudia les perforations, les surfaces, les angles, les écarts, et il arriva à la conclusion que certains exemples présentaient un niveau de précision remarquable. Un conflit fascinant commençait alors à apparaître. D'un côté se trouvait la reconstruction archéologique traditionnelle, des outils en cuivre, du sable, de la force humaine, beaucoup de temps et un savoir-faire artisanal exceptionnel. De l'autre se trouvaient des personnes issues de professions techniques qui observaient les objets terminés et posaient une question différente. Quel procédé produit exactement ce résultat? Cela ne constitue évidemment pas la preuve d'une technologie avancée disparue. Cela ne prouve pas l'existence de machines inconnues. Cela ne démontre pas l'existence d'une civilisation perdue. Mais cela justifie une question beaucoup plus simple. Quels matériaux participaient réellement au processus de découpe? Et au XXIe siècle, cette question pouvait enfin être étudiée avec des instruments dont Petrie n'aurait même pas pu rêver. C'est ici qu'intervient le docteur Massoudi. Son domaine n'était pas l'égyptologie, c'était la tribologie. La tribologie étudie les phénomènes de friction, d'usure et le comportement des surfaces lorsque différents matériaux entrent en contact sous pression et se déplacent les uns contre les autres.
Pour comprendre d'anciennes traces de découpe, non, cette perspective est extrêmement importante, car chaque processus de fabrication laisse des traces. Un marteau ne produit pas les mêmes dommages qu'une scie. Un abrasif déplacé de manière irrégulière ne produit pas les mêmes structures microscopiques qu'un processus de découpe contrôlé, et différents minéraux peuvent laisser derrière eux des signatures chimiques différentes. Pour étudier ces signatures, deux méthodes particulièrement puissantes furent utilisées. La première était la microscopie électronique à balayage. Elle permet d'observer une surface avec un niveau de grossissement très supérieur à ce que l'œil humain ou un microscope optique ordinaire peut offrir. La deuxième était la spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie. Pour le dire simplement, cette méthode permet aux chercheurs de déterminer la composition élémentaire de minuscules zones d'un échantillon. Désormais, la question n'était donc plus simplement à quoi ressemble cette trace de découpe. On pouvait poser une question bien plus intéressante. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Et si la reconstruction traditionnelle était correcte, certains éléments pouvaient logiquement être attendus. Du quartz, des matériaux provenant du granit lui-même, peut-être certains résidus compatibles avec l'utilisation d'outils en cuivre ou de sable ordinaire. Mais lorsque les anciennes traces d'usinage furent examinées, quelque chose d'autre apparut. De l'oxyde d'aluminium, du corindon. Exactement ce minéral extrêmement dur que Petrie avait déjà proposé comme explication possible plus d'un siècle auparavant. Et soudain, ce qui n'avait été qu'une vieille hypothèse devint une question beaucoup plus explosive. Car selon l'interprétation présentée, ces particules n'étaient vraiment pas simplement posées quelque part à la surface. Elles avaient été identifiées à l'intérieur même des traces d'usinage, dans des endroits où elles auraient pu être présentes au moment où la pierre était effectivement travaillée. Si cette interprétation est correcte, alors toute la question technique change, car il ne faut plus demander comment du cuivre tendre pouvait-il couper du granit dur. La réponse potentielle devient peut-être qu'il n'avait tout simplement pas besoin de le faire, peut-être que le cuivre servait uniquement de support, et que le véritable travail de découpe était effectué par un matériau plus dur que tous les composants du granit. Mais immédiatement, un nouveau problème apparut, un problème qui était peut-être encore plus fascinant que la découverte elle-même. Car si les anciens Égyptiens utilisaient réellement du corindon comme abrasif de manière contrôlée, ils devaient d'abord savoir que ce matériau existait, ils devaient pouvoir se le procurer, ils devaient reconnaître ses propriétés, ils devaient comprendre jusqu'à quelle finesse il fallait le broyer, ils devaient découvrir dans quelle proportion il pouvait être mélangé à un liquide ou à d'autres substances abrasives, et surtout, ils devaient transmettre ce savoir d'une génération à l'autre. Ce ne serait plus simplement une découverte accidentelle, ce serait une technologie. Mais un microscope ne peut révéler que ce qui se trouve à l'intérieur d'une trace. Il ne peut pas démontrer qu'une méthode reconstruite fonctionne réellement. Pour cela, il fallait aller plus loin. Quelqu'un devait prendre du cuivre, quelqu'un devait prendre du corindon, quelqu'un devait poser un bloc de granit sur une table, et ensuite, il fallait tenter de reproduire concrètement le passé. C'est exactement ce qui allait se produire. L'étape suivante était donc décisive, car jusqu'à ce moment-là, il était encore relativement facile de rejeter toute cette discussion. On pouvait affirmer que les particules étaient peut-être arrivées dans l'échantillon par contamination. On pouvait soutenir que leur simple présence ne prouvait pas qu'elles avaient volontairement été utilisées comme abrasifs. Et l'on pouvait rappeler que même la présence d'un minéral extrêmement dur n'expliquait pas nécessairement la manière dont les anciennes traces avaient réellement été produites. La théorie devait donc passer un test pratique. Au début de l'année 2023, des expériences contrôlées furent réalisées dans un atelier où le granit était travaillé professionnellement. L'idée était remarquablement simple. On prit du granit, on prit des outils en cuivre, puis on ne modifia qu'un seul facteur essentiel, l'abrasif. 3 conditions différentes allaient en être comparées. La première expérience devait reproduire aussi fidèlement que possible l'explication traditionnelle, du cuivre et du sable ordinaire. L'outil fut appliqué contre le granit tandis que le sable placé entre le métal et la pierre devait accomplir le véritable travail abrasif. Et effectivement, de la matière fut retirée. Le granit pouvait être travaillé, mais lentement, extrêmement lentement. La progression atteignait environ 1/2 mm par heure. Dans le même temps, le cuivre subissait une usure importante. Mais plus révélateur encore était l'état de la surface obtenue. Elle était rugueuse, irrégulière, et elle ne ressemblait pas aux anciennes traces d'usinage inhabituelles qui avaient déclenché toute cette controverse. L'expérience démontrait donc une nouvelle fois ce que d'autres travaux d'archéologie expérimentale avaient déjà établi. Le cuivre et le sable fonctionnent en principe.
Mais fonctionner n'est pas la même chose que reproduire le résultat antique. C'est pourquoi une deuxième expérience fut réalisée. Cette fois, le sable ordinaire fut remplacé par une poudre de quartz finement broyée. Chimiquement, il s'agissait essentiellement du même matériau, mais les particules étaient montées plus fines et plus régulières. Peut-être que le véritable problème ne venait pas du matériau lui-même. Peut-être venait-il simplement de la taille des grains. Le résultat s'améliora légèrement, mais pas suffisamment. L'enlèvement de matière restait lent, la surface demeurait relativement grossière, et rien de ce qui était produit n'expliquait encore de manière convaincante les caractéristiques inhabituelles des exemples antiques. Puis vint la troisième expérience. Le même principe de base, encore du cuivre, encore du granit, mais cette fois, du corindon fut ajouté au mélange abrasif, et soudain, le comportement de l'ensemble du système changea. La résistance diminua. L'outil se déplaçait de manière plus régulière. La coupe devenait plus propre. Et surtout, le granit disparaissait beaucoup plus rapidement. Au lieu d'environ 1/2 mm par heure, l'expérience dépassa les 3 mm, plus de 6 fois plus. Et simultanément, l'usure de l'outil en cuivre diminua considérablement. Et c'est précisément ici qu'il faut comprendre ce qui était réellement en train de se produire. Le cuivre n'était pas soudainement devenu plus dur. Le granit n'était pas devenu plus tendre. Et le cuivre n'avait toujours pas besoin de découper directement la pierre. Il guidait simplement les particules sur sa surface. Le véritable travail était effectué par de minuscules grains de corindon, un matériau d'une dureté de 9 frotté contre des composants du granit dont la dureté était inférieure. Soudain, d'un point de vue mécanique, l'ensemble du système devenait beaucoup plus logique. Mais l'expérience la plus intéressante n'avait pas encore commencé, car obtenir des coupes plus propres n'était qu'une partie du mystère. Petrie avait documenté quelque chose de beaucoup plus spécifique dans les années 1880. Ces étranges rainures en spirale visibles sur les anciennes carottes de granit. Et si cette nouvelle méthode était réellement capable de les reproduire, alors une énigme vieille de plus d'un siècle était sur le point de devenir beaucoup plus difficile à ignorer. Parmi les participants à ces essais se trouvait également Nick Gesa, un artisan spécialisé dans le travail du granit. Selon le matériau de référence, il possédait environ 3 décennies d'expérience dans ce domaine. Pendant toutes ces années, il avait essayé à plusieurs reprises de comprendre comment certaines surfaces antiques avaient pu être obtenues. Et encore, il s'était heurté au même problème. Les méthodes fonctionnaient d'une certaine manière, mais le matériau ne se comportait pas comme il aurait dû se comporter pour reproduire de manière convaincante les anciens résultats. Avec le mélange contenant du corindon, cette impression changea. Pour la première fois, l'outil et la pierre ne semblaient plus lutter constamment l'un contre l'autre. L'outil guidait, l'abrasif coupait, le granit cédait de manière plus contrôlée. Mais l'expérience la plus intéressante restait encore à venir, car les coupes lisses ne représentaient qu'une partie du mystère. Après tout, Petrie avait documenté quelque chose de très précis dès les années 1880. Ces fameuses rainures en spirale visibles sur les anciennes carottes de forage en granit. On décida donc de tester une boue abrasive contenant du corindon avec un forêt tubulaire en cuivre. Le cylindre creux en cuivre fut pressé contre le granit puis mis en rotation. Entre le cuivre et la pierre se trouvait le mélange abrasif. Lentement, le forêt commença à pénétrer dans le granit. Et lorsque la carotte produite par l'expérience fut finalement examinée, quelque chose d'important apparut. Des traces de travail en spirale, des caractéristiques similaires à celles que Petrie avait observées plus d'un siècle auparavant. Un problème débattu pendant des générations ne se trouvait soudainement plus seulement dans un vieux livre ou derrière une vitrine de musée. Une trace comparable avait pu être produite dans un atelier moderne, avec du cuivre, avec du granit, et avec un abrasif dont des résidus microscopiques auraient, selon l'interprétation présentée, été identifiés à l'intérieur d'anciennes marques de découpe. Mais les essais révélèrent en même temps quelque chose qui rendait toute cette histoire encore plus fascinante. Il ne suffisait pas de jeter simplement du corindon dans un liquide et de commencer à travailler le granit. Le mélange devait être correctement préparé. S'il était trop liquide, l'efficacité de coupe diminuait. S'il était trop épais, la trace pouvait se boucher. La pression devait être contrôlée. Le mouvement devait rester régulier. La chaleur jouait également un rôle. La consistance aussi. Selon l'étude décrite dans le matériau d'origine, une granulométrie de corindon comprise approximativement entre 100 et 150 micromètres s'était révélée particulièrement efficace. Les particules étaient suffisamment petites pour agir de manière régulière entre l'outil et la pierre, mais elles étaient aussi assez grandes et assez résistantes pour conserver leur pouvoir abrasif
pendant plusieurs mouvements. De petites variations pouvaient en déjà détériorer le résultat. Et c'est précisément ici qu'apparaît une question beaucoup plus vaste. Imaginons qu'un artisan égyptien ait réellement travaillé avec un mélange similaire il y a plusieurs milliers d'années. Dans ce cas, il ne suffisait pas qu'il sache que le corindon était dur. Il devait savoir comment préparer ce matériau, quelle quantité utiliser, à quel point le mélange devait être humide, quelle pression exercer, à quel moment ajouter davantage d'abrasif, comment reconnaître, simplement à la résistance ressentie dans l'outil, que le mélange n'était plus correct, à quel moment la pierre devenait trop chaude, à quel moment la qualité de la coupe commençait à se dégrader. Ce sont des choses extrêmement difficiles à expliquer complètement sur le mur d'un temple. C'est un savoir pratique, un savoir qui se trouve dans les mouvements, dans l'expérience, dans les mains de l'artisan. Un maître le montre à son apprenti. L'apprenti s'exerce pendant des années. Puis, un jour, il devient maître à son tour. Et il transmet ensuite ces mêmes techniques à la génération suivante. De cette manière, un savoir technique peut survivre pendant des siècles, même lorsqu'il existe très peu de descriptions écrites. Mais c'est aussi sa plus grande faiblesse, car si cette chaîne est interrompue, le savoir peut disparaître. Pas parce que les gens deviennent soudainement moins intelligents, mais parce qu'il n'y a plus personne pour leur montrer comment faire. Les ateliers ferment, les spécialistes meurent, les routes commerciales changent, de nouveaux matériaux remplacent les anciens. Les systèmes politiques s'effondrent et finalement, il ne reste plus que les objets terminés. Le processus disparaît, le résultat demeure. Peut-être que quelque chose de semblable s'est produit avec une partie du travail du granit en Égypte ancienne. Les artisans ont disparu, leurs mélanges ont disparu, leurs outils ont disparu ou ont été refondus. Leurs gestes ne pouvaient pas se fossiliser. Mais une chose est restée, les traces de leur travail. Pendant 4000 ans, elles sont restées enfermées dans le granit. Et c'est précisément pour cette raison que la phase suivante de cette histoire devint aussi controversée. Car après la présentation de ces résultats, la discussion ne portait soudainement plus uniquement sur les capacités d'un outil en cuivre. Elle concernait aussi une autre question. Qui était réellement prêt à examiner sérieusement cette nouvelle interprétation? Et c'est là qu'un tout autre conflit commença. Non pas entre le cuivre et le granit, mais entre de nouvelles preuves et d'anciennes convictions. Lorsque Hancock présenta finalement ses résultats à un public plus large, on aurait pu s'attendre à ce que toute la discussion se concentre sur une seule question. Peut-on reproduire indépendamment ces résultats? Car en principe, c'est ainsi que la science devrait fonctionner. On observe quelque chose d'inhabituel. On développe une hypothèse. Une expérience produit un résultat. Puis d'autres chercheurs tentent de répéter la même expérience dans des conditions contrôlées. Si le résultat apparaît de nouveau, l'hypothèse devient plus intéressante. S'il ne réapparaît pas, elle doit être modifiée ou abandonnée. Mais la réaction à la présentation de Hancock fut beaucoup plus complexe. Lorsque les résultats commencèrent à être discutés vers la fin de l'année 2023, d'abord dans le contexte d'une conférence liée aux sciences des matériaux, puis plus publiquement, les réactions semblèrent se diviser en deux directions très différentes. Les personnes issues de domaines techniques se concentraient principalement sur le matériau. Qu'y a-t-il dans les traces? Quelles sont les propriétés de ce matériau? Peut-il réellement travailler le granit? Quel type de surface produit-il? Et surtout, peut-on reproduire les résultats? Ce sont précisément ces questions qui sont décisives. Car même si du corindon avait effectivement été identifié dans d'anciennes traces d'usinage, cela ne signifiait pas automatiquement que toutes les interprétations proposées étaient correctes. La conséquence scientifiquement intéressante ne serait donc pas de réécrire immédiatement toute l'histoire de l'Égypte, elle serait beaucoup plus simple. Refaites les tests, prélevez davantage d'échantillons, étudiez davantage de surfaces travaillées, comparez différents monuments, analysez d'anciennes carottes de forage et demandez à des laboratoires indépendants de vérifier s'ils retrouvent les mêmes signatures minéralogiques. Le géoarchéologue James Harrell, qui avait étudié de manière approfondie les carrières et les matériaux lithiques de l'Égypte ancienne, est également mentionné dans le matériau de référence à ce sujet. Un point important concerne ici la nature même des mélanges abrasifs. Imaginons encore une fois un artisan égyptien utilisant un forêt en cuivre. Entre l'outil et le granit se trouve un mélange de liquide et de particules abrasives. Pendant le travail, certaines particules se brisent. D'autres sont entraînées hors de la zone de contact. De nouveaux matériaux est ajouté. Le cuivre s'use, la pierre est retirée. Et lorsque le travail est terminé, il ne reste pas un outil complet fabriqué en corindon qu'un archéologue pourrait découvrir 4000 ans plus tard. L'abrasif est consommé pendant son utilisation, et c'est précisément pour cette raison qu'il serait difficile à identifier archéologiquement. Il ne resterait peut-être que quelques particules, de minuscules grains enfermés profondément à l'intérieur de petites cavités microscopiques créées pendant le travail. Et si de telles particules avaient réellement été conservées dans les traces originales, elles pourraient
justement fournir un indice très important sur les matériaux présents pendant le processus de découpe. C'est pourquoi la prochaine étape logique serait une étude systématique. Pas une seule trace, pas une seule pierre, mais de nombreux échantillons provenant de contextes différents. Puis devraient venir de nouveaux essais de reproduction contrôlée. Et c'est exactement à ce moment que cette histoire commença à devenir beaucoup plus grande que la simple question technique. Car Graham Hancock n'était depuis longtemps plus une figure neutre dans le monde de l'archéologie. Il était devenu l'une des voix les plus connues, mais aussi les plus controversées de l'histoire alternative. Depuis la sortie de sa série télévisée Ancien Apocalypse en 2022, ses idées avaient atteint un public international immense. La réaction d'une partie de l'archéologie professionnelle fut particulièrement sévère. La Society for American Archaeology publia notamment une lettre ouverte adressée à Netflix et critiqua la série, entre autres, pour sa représentation de la recherche archéologique et pour l'impact qu'elle pouvait avoir sur la compréhension publique du passé. Hancock, de son côté, y voyait exactement le problème qu'il disait dénoncer depuis des décennies. Selon lui, on parlait beaucoup trop de sa personne et pas assez de certaines questions physiques concrètes qu'il posait. Cette tension devint particulièrement visible en 2024. Hancock rencontra l'archéologue Flint Dibble. Les deux hommes discutèrent pendant plusieurs heures dans The Joe Rogan Experience. Des millions de personnes regardèrent cet échange. Et le débat révéla surtout une chose. Deux visions totalement différentes de la manière dont il fallait reconstruire le passé entraient en collision. Et cette opposition allait transformer une question sur quelques particules microscopiques en granit en un débat beaucoup plus vaste sur la manière même dont nous décidons ce qui mérite d'être pris au sérieux.